danger. Les gens ne peuvent plus descendre là. Toutes ces crises ont un point commun. Décider vite et bien dans un environnement dégradé. Mais comment penser l'impensable? Comment organiser le chaos? Comment décider sous pression? La brigade de sapeurs-pompiers de Paris a ouvert ses portes à notre équipe. Un accès unique à la formation de ces futurs leaders opérationnels de l'armée de terre. Grâce à des témoignages inédits et des images brutes d'intervention réelles, plongés dans l'action des soldats du feu, là où une décision engage la vie ou la mort. Golfe 2, premier message du sergent-chef Gardelli, je demande plan rouge. Bilan approximatif, une vingtaine d'urgences absolues, une vingtaine d'urgences relatives, Golfe 2 parler. À l'heure actuelle, j'ai 10 décédés certifiés, une vingtaine du A, une vingtaine du R. Le bilan va augmenter. Je pense qu'on va facilement passer à plus de 50, voire 100. On va confirmer avec le médecin les axes d'approche des moyens médicaux. Ces pompiers jouent un scénario sur table axé sur une catastrophe ferroviaire. Un entraînement et une prise de décision rapide et efficace face à l'urgence. Tous sont officiers supérieurs. Ils viennent de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, mais aussi de formations étrangères. Chacun d'entre eux possède déjà une solide expérience. Ils participent au stage commandant des opérations de secours et directeur des secours médicaux, le niveau le plus élevé de formation chez les pompiers de Paris. Pendant 5 semaines intensives, ils vont apprendre à gérer des crises de haute intensité. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère. Aujourd'hui, là, ce que nous faisons, c'est une méthode de raisonnement tactique qu'on appelle à notre niveau la méthode de décision opérationnelle tactique. L'objectif, c'est de faire travailler vraiment la chaîne de commandement sur un cas sur table, avec une évolution des cas de commandement et une évolution de l'événement. L'objectif étant de faire travailler tous les niveaux de commandement, de travailler la coordination et puis le raisonnement des futurs chefs que nous serons sur le terrain dans le cadre du commandement d'une opération majeure. Le soir même, nos stagiaires sont mis en situation de commandement dans un exercice grandeur nature. Je veux que tu prennes la fonction de DSIS. Ta priorité, les 2 gares. Je veux que tu gardes le lien avec les 2 gares et qu'on ait un bilan en permanence, que j'ai des comptes rendus sur l'avancée de l'extinction du sinistre en priorité. Ok ? C'est une séquence très particulière parce qu'on est dans un feu de métro, de transport en commun en sous-sol, avec des personnes qui sont à l'intérieur du métro et qui composaient la majorité des blessés et des intoxiqués par les fumées. Donc par rapport à cette situation, il y a un plan rouge qui a été demandé et joué. Et là, toute la plus-value du stage COS-DSM, c'est de faire jouer le commandant des opérations de secours, surtout dans une organisation terrain qui permet de fluidifier toute la chaîne, l'extinction du métro et l'évacuation au plus rapide des victimes. Chef d'équipe, pour l'établissement d'urgence, pour le moment en attente. Le point d'attaque qui sera ici, la division à l'angle au niveau du matériel. Point d'eau utilisé, notre engin établissé. Reçu. S'il faut, tu mets un dévidoir au-dessus. Le placement d'attaque, on met ici, là, au niveau du coin. Reçu. Respirez, monsieur, respirez. Il faut qu'on sorte Si c'est respirable, on sort. D'accord, là, ils sont en train de mettre le désenfumage. Ok. Je temporise du coup. Il s'agit pour eux en fait de s'inscrire dans la gestion d'une crise à un étage humble, puisque on va gérer seulement une partie de la crise, dans laquelle on va être souvent projeté les premiers parce qu'on est à proximité immédiate des lieux des sinistres. En gros, à 10-15 mètres devant, tu distingues de la flamme. D'abord, on va leur demander de savoir penser la crise autrement. Parce que les interventions sur lesquelles ils vont être projetés ne peuvent pas être tout à fait prévues à l'avance. Et il y aura toujours des impondérables à gérer qui peuvent être très importants. Et on développe leur capacité de réaction et surtout de prise de décision. Et ensuite, ça va être de les confronter directement à des situations qu'ils vont rencontrer sur intervention. On part de feux dans les métros, de chutes d'avions, de feux dans des musées dans lesquels il va y avoir un patrimoine national à conserver, la gestion de nombreuses victimes, que ce soit sur des accidents ou sur des actions terroristes
voire des accidents nucléaires, biologiques, chimiques. En fait, c'est les confronter au plus de situations possibles, qui les mettent en position de commandement et de décision pour les préparer à l'événement futur. J'ai mal à l'épaule. L'enjeu pour ces pompiers, coordonner les moyens d'action sur le terrain, déterminer les axes pour les demandes de renfort, faire remonter vers les autorités le dénombrement des victimes. À ce stade de l'intervention, le commandant des secours doit préparer un point de situation. C'est un élément crucial afin de s'assurer que son dispositif est en place et que les évacuations vers les hôpitaux ont bien commencé. En vue de limiter le bilan humain, je veux prendre en charge les victimes et impliquer au plus vite. L'effort, il est sur l'évacuation. L'effort maintenant, il est sur l'évacuation. Les évacuations sont en cours. Elles ont commencé 3h50. 3h50 début des évacuations. Voilà. Le PMA Tournebourg va être rapidement évacué puis fermé pour tout concentrer les efforts sur le PMA École Militaire. Okay. Donc là, la priorité, c'est de confirmer qu'on n'a plus personne en coordination avec le TSIS, la reconnaissance totale, confirmer qu'on n'a plus personne entre les deux gares. Voilà. Et qu'on ait bien vraiment le nombre définitif de personnes qui étaient dans cette rame. Toi ici, tu dois maintenant faire des évacuations. En fait, ça va être la priorité de tout le monde. Il y a un aspect assez génétique à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris de savoir se préparer au pire. Même sur des scénarios qui ne sont pas encore arrivés, et heureusement, mais il y a toujours eu cette volonté de préparation avec ce qu'on appelle chez nous l'anticipation. En fait, travailler sur qu'est-ce que je veux pas qu'il m'arrive. Sur tous les exercices qu'on leur fait jouer, il va y avoir ce qu'on appelle des inputs, des incidents qui vont les obliger aussi à réagir un peu plus vite, même sur des choses qu'ils n'avaient pas complètement imaginées. Personne n'est capable d'imaginer qu'un immeuble va s'effondrer ou qu'un train va brûler avec des personnes dedans, et pourtant il va falloir travailler ces sujets-là. Quand on observe le poste de commandement travailler, on le voit mécaniquement, naturellement, et ça n'est pas du tout un reproche, scotché au départ par la quantité d'informations qui remontent, le nombre de coups de téléphone qu'il reçoit et d'interlocuteurs qui vont venir vers lui. Notre obsession à tous, c'est sauver les vies. Sauver les vies, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher les victimes, les stabiliser, entre guillemets, rapidement, et surtout permettre de les placer dans les hôpitaux. Une crise, c'est à un moment quelque chose d'extraordinaire qui va se produire au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, avec une violence qui va être probablement peu linéaire. Elle peut être extrêmement élevée à un moment, beaucoup moins à un autre, puis reprendre. Il peut y avoir différents degrés dans la violence. Si on parle d'un attentat, on voit qu'au moment des attentats de 2015, il y a une succession de moments extrêmement violents. Si on parle de la crue de la Seine, il y aura finalement que quelques jours d'épisodes très violents pour les populations avant qu'on arrive à stabiliser une situation. Mais à chaque fois, on a bien un contexte, une durée, des acteurs et une intensité. Après le sous-sol, les hauteurs. À la maison de la radio, l'exercice qui débute a pour objectif de confronter ces futurs commandants des opérations de secours à la gestion d'incendies dans un immeuble de grande hauteur. On est en présence d'un feu qui est au 2e niveau. Pour l'instant, je ne sais pas combien de têtes de détection sont déclenchées. Par contre, il y a un manquant à l'appel. Bon, c'est ici. Donc Okay. c'est 2e étage. Est-ce que vos moyens de secours ont fonctionné? Le compartimentage? Le compartimentage a fonctionné. Et le désenfumage? Le désenfumage ici, il ne fonctionne pas. Là, ça ne fonctionne pas. D'accord. Au 2, d'accord. Au 2, il ne fonctionne pas. Okay. L'officier supérieur de garde doit lui-même prendre connaissance de l'ampleur du sinistre. On a donc, ici on reconnaît la fin de la salle, on a donc là 3 fenêtres totalement embrasées avec un début de propagation qui est fort probable au niveau du 3e étage. Donc c'est au 2e étage que ça brûle, rez-de-chaussée 1er, 2e, enfin voilà, vous arrivez. L'installation d'une cellule de crise sur place devient indispensable pour gérer le flux des moyens de secours. Et le feu est en train de se propager
basculer complètement au 3e étage. Actuellement, j'ai une lance en action sur ce sinistre-là. Risque de propagation au bureau qui sont juste au 3. Je pense que Ok. les part partout. Je vais prendre le commandant des opérations de secours. Je vous demande de monter au 2e, de augmenter le dispositif hydraulique. On va évacuer le 4e. Parmi les rôles essentiels, le directeur des secours médicaux, qui assure la gestion des victimes sous la responsabilité du commandant des opérations de secours. Tu fais le point avec lui pour les accès de la cafétéria et quand je redescends. Le sinistre. Ok, ça va. Donc depuis de là, en fait, du foyer de sécurité. D'accord. Donc là, c'est compartimenté, ils n'ont aucun risque de propagation. Non. Il y a 8 personnes qui sont en train d'être évacuées. Bon, incommodées par les fumées, il n'y a pas personne en tout cas qui a l'air d'être venu là. Donc voilà, ils sont en train de les évacuer. On a mis en œuvre le PMA, donc le poste médical avancé, c'est-à-dire en fait c'est un endroit où on réunit les victimes et où on les trie en blessés graves et blessés légers, et ce qui nous permet aussi de demander les moyens médicaux suffisants pour pouvoir s'occuper de ces gens-là et de permettre derrière l'évacuation. Donc on a organisé toute la chaîne, c'est-à-dire le lieu on les prend en charge, puis l'évacuation et dans quel endroit on les hospitalise. On a 14 UR et quasiment 200 impliqués, donc j'ai demandé qu'on fasse venir les associatifs pour gérer le CAI. Avec le COS, d'emblée on va se mettre en relation pour être sûr qu'on a la même idée de manœuvre à ce niveau-là. Et après moi je suis le directeur en fait de tout ce qui va être la chaîne de secours, et donc je lui rends compte régulièrement et je lui fais part de mes problématiques également pour qu'on puisse résoudre les problèmes ensemble. Par contre, on a encore une problématique, semble-t-il, sur le secteur Delta, au niveau du 10e étage. Et j'ai vraiment besoin de rendre compte à ma hiérarchie, de savoir si, à quel moment, demain matin, on peut reprendre une activité normale ou pas, de façon à mettre, nous, des dispositions pour pouvoir émettre France Info, France Inter, France Bleu. Très bien. D'accord. C'est quoi votre deadline pour avoir l'information? C'est une demi-heure. Dans une demi-heure, Voilà. vous devez savoir si on peut... Je dois être capable de renseigner. D'accord. Cette réflexion qui est menée autour du chef, elle s'articule autour de la prise de décision. La prise de décision, c'est, je dirais, 3 moments. Le moment du discernement, le moment de la décision et la conduite de l'action. La phase active du feu commence à baisser, donc on baisse de concentration. Donc je demande au chef de secteur de rester bien concentré et de redynamiser vos équipes. Le commandant des opérations de secours est celui qui va être capable d'apporter une réponse de l'État intégrée avec d'autres services. Donc c'est pour ça que dans ce stage, on a un certain nombre d'acteurs qui peuvent être différents de ceux des pompiers. Elle est fondée bien sûr sur les exercices, la réflexion tactique et les retours d'expérience. Donc on se connaissait. L'intérêt du stage, c'est aussi de pouvoir bénéficier du témoignage de ceux qui ont déjà été confrontés à l'exceptionnel. Et l'intervention a duré 35 heures et l'opération 40 heures. Bon, par contre, c'est très court, l'opération. Mais je vous avoue qu'on en avait marre et qu'on a tout fait pour arrêter à 40 heures. Dans la nuit du 4 au 5 février 2019, un feu hors norme embrase un immeuble rue Erlanger à Paris. Durant cette intervention, les pompiers vont effectuer 64 sauvetages au péril de leur vie. Voilà un petit peu la vision globale de l'intervention. À titre personnel, je n'ai jamais vécu quelque chose de cette intensité. D'ailleurs, aucune personne qui était avec moi n'avait connu quelque chose de cette intensité. En fait, c'était le calme total dans la rue. Et une fois qu'on avait pénétré ce couloir de 18 mètres de long, on arrivait sur une scène qui était vraiment apocalyptique, avec des cris, des gens qui se défenestraient, des flammes à plusieurs niveaux. C'était un immeuble de 8 étages, avec l'impossibilité d'aller au-delà du 3e étage. Donc là, j'ai pas réfléchi, dès que je suis arrivé, dès qu'on m'a fait le premier point de situation, sans même avoir fait le tour du feu, j'avais conscience, en écoutant les messages, qu'il y avait un réel... une gravité extrême, et donc j'ai pris d'emblée le commandement des opérations de secours et j'ai demandé les moyens nécessaires. Et un peu plus tard, c'est le colonel de garde qui a pris le commandement sur moi, afin que je puisse me dédier exclusivement à la fin des sauvetages et à l'extinction du sinistre qui a duré environ 6 heures. À droite, la lumière, allez, fais la lumière là-haut. Tout le monde... en voyant une situation comme ça, comme une scène de guerre en fait, se retrouve peut-être un petit moment plus ou moins long, un petit peu bloqué, un effet de sidération qui a été assez court, puisque avec l'entraînement, en fait, comme s'il y avait un clic qui se passait dans la tête, et en fait, on déroule des automatismes avant de reprendre le dessus et de réfléchir sur ce qu'on fait.
La difficulté ce jour-là, c'est que tout devait passer par ce tunnel, ce couloir très étroit qui faisait pas 1 mètre de large sur 18 mètres de long. Donc les tuyaux, les échelles, les gens qui étaient évacués sur des brancards, sur des civières. Donc tout ça devait passer par un unique couloir et c'était ça vraiment la difficulté. Et ensuite, c'était géré environ 320 personnes lors de la phase active, à la fois sur cette zone et à la fois sur la partie gestion des victimes. On peut très bien réussir une intervention le jour J et la refaire le lendemain et échouer. Donc il faut rester humble. Je pense que l'humilité dans ce domaine, c'est très important. Et à tout moment, ça peut basculer et on peut perdre un sapeur-pompier ou des personnes après notre arrivée, quoi. L'Hôtel national des Invalides, son dôme emblématique et son million de visiteurs par an. La ville lumière regorge de trésors culturels, ce qui fait de la protection du patrimoine l'un des enjeux de cette formation. Confronté à un violent feu dans la partie muséale du musée de l'Ordre de la Libération. C'est utiliser des bouteilles de gaz ou pas. D'accord. Ça, c'est les grosses problématiques. Alliant culture et mission sociale, il est l'un des rares monuments à maintenir sa fonction historique en tant que centre de soins pour les blessés de guerre. Un lieu si sensible qu'un détachement de sapeurs-pompiers de Paris est affecté directement sur place, capable d'entrer en action de façon immédiate et de préparer l'arrivée des renforts. Une nouvelle fois, le poste de commandement se déploie pour centraliser tous les moyens d'action. Un dessinateur opérationnel représente la disposition des lieux. Ces croquis sont un outil supplémentaire pour la compréhension du site. Un autre outil essentiel, le drone. Pour le commandant des opérations de secours, il offre une aide précieuse à la décision en étant systématiquement déployé lors d'interventions dimensionnantes. Cet ensemble de savoir-faire rend la brigade de sapeurs-pompiers de Paris reconnue pour son expertise dans le monde entier. Une délégation des pompiers de la ville de Tokyo est d'ailleurs venue observer le plan d'urgence de sauvegarde du patrimoine. Une mitraillette. Des bénévoles du Comité international du bouclier bleu travaillent dans l'urgence aux côtés des pompiers, agissant comme l'équivalent de la Croix-Rouge culturelle. On a intégré une nouvelle problématique qui est celle de la protection des œuvres ou protection des patrimoines. Donc dans un exercice qui déjà comportait des victimes, un problème incendie et aussi une protection des œuvres à prendre en compte. Donc le commandant des opérations de secours sur cette opération s'est appuyé sur les gens de l'établissement, plus le bouclier bleu pour arriver à mettre en œuvre cette évacuation des œuvres qui doit être menée après les victimes, bien sûr, qui comportent toujours l'urgence de la situation, mais aussi les évacuer et les mettre en sécurité. Cette capacité unique à sauvegarder les ressources culturelles s'appuie sur le vécu de la brigade. Les images terribles de l'incendie de Notre-Dame sont gravées dans toutes les mémoires. Un drame retransmis en direct. Des milliers de caméras vont s'approcher de Notre-Dame et vont permettre au monde entier de regarder ce que le général Gallet appellera par la suite une tragédie grecque par son unité de lieu, de temps et d'action. Mais sur quelques heures simplement, la cathédrale va-t-elle tenir? Et donc il y a une intensité dramatique qui rend ce moment absolument extraordinaire. Donc pour l'instant, vous faites la manip de BEA, je vais aller voir le général Gontier pour avoir d'autres moyens ici. On n'a que le BEA. Nous avons en fait, à ce moment précis de la crise, un nombre de médias qui est extrêmement important et une présence de décideurs politiques qui est également extrêmement importante. Les médias, comme les décideurs politiques, à un moment, ont un message à faire passer. Et ils doivent être, entre guillemets, alimentés en termes d'information
pour leur permettre effectivement d'apporter une réponse à l'ensemble de ceux qui regardent, et ils sont nombreux à ce moment-là, la crise qui est en train de se dérouler. Et donc pour pouvoir répondre à cette double sollicitation, il y a à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris 2 chefs, 2 généraux, un qui va effectivement conduire la gestion de la crise, je dirais, dans le domaine de l'incendie, le cas échéant même dans celui des victimes, puisque nous anticipons en permanence ce qui peut se passer par la suite. Ils ont anticipé à ce moment-là la possibilité d'un effondrement et donc d'avoir des blessés sur cette intervention. Et puis la deuxième opération que nous devons gérer, c'est une opération de communication, de pédagogie, de manière à permettre aux décideurs politiques d'avoir les éléments de langage dont il a besoin pour pouvoir répondre effectivement aux journalistes à un moment. Il y a notre devise, sauver ou périr, qui fait que le commandant des opérations de secours va accepter de consentir un certain nombre de risques pour aller sauver une vie humaine. Mais lorsqu'il n'y a personne à sauver, l'engagement va être réfléchi différemment. C'est vrai qu'on pourrait se dire que pour aller sauver un tableau, on peut risquer une vie. Pour aller sauver Notre-Dame, on peut risquer une vie. Et bien sûr, on peut accepter de prendre ces risques. Mais ces risques sont mesurés différemment. Ces risques sont mesurés différemment parce que là, il s'agit d'un patrimoine. Alors c'est extrêmement important, c'est fondateur, c'est quelque chose qui nous rassemble, mais pour autant, ça n'est pas une vie qu'il faut aller sauver. 5 ans après le grave incendie qui l'avait endommagé, la cathédrale de Paris ouvre à nouveau ses portes et personne n'a oublié le rôle décisif de ses sauveteurs. La brigade ne recherche pas les honneurs, elle ne recherche pas la lumière, elle fait généralement son travail dans l'ombre et donc elle n'est pas habituée à être mise sous les projecteurs. Le sentiment que nous pouvons avoir tous, c'est d'abord un sentiment de très grande reconnaissance. Un sentiment de très grande reconnaissance parce que cette opération s'est bien passée, elle a été bien commandée et toute la chaîne de l'État a répondu présente à ce moment particulier de notre histoire. Mais c'est également un sentiment de reconnaissance pour tous ceux qui ont permis le 2e sauvetage de Notre-Dame. Et là, je parle des artisans, des compagnons, des mécènes et de tous ceux qui œuvrent depuis 5 ans sur Notre-Dame. Ultime exercice avant la fin de la formation. Départ de feu sur un avion de ligne au décollage. La BSPP intervient ici en renfort des pompiers de l'aéroport de Paris, prenant en charge la gestion du sinistre. Un scénario encore plus exigeant, avec beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Un afflux important d'informations et d'intervenants. L'objectif est de créer des automatismes qui permettront de mieux réagir en cas d'une intervention réelle. Ces militaires appellent cela le drill. Je vais prendre le COS. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la priorité, c'est le ramassage. Ce qu'on a tout de suite, je vais t'envoyer tout de suite les moyens du plan rouge, du ramassage et du renfort habitation pour l'extraction des victimes. La priorité, c'est de se coordonner avec eux, de prévenir de les scanners blessés, et de faire des repos bien au-delà du premier périmètre simplement de l'avion. Ce scénario particulier nous permet de nous confronter à un travail interservice encore plus poussé, puisque là, beaucoup de sachants de l'aéroport sont à nos côtés, sont de réels conseillers techniques et de vraies forces de proposition pour un commandant des opérations de secours. Et je pense que c'est vraiment là la plus-value, c'est de connaître et d'identifier qui sont nos interlocuteurs, ce qu'on pourrait appeler nos personnes les plus précieuses, qui vont pouvoir nous orienter sur notre manœuvre et vont orienter notre idée de manœuvre. Je prends pour exemple le commandant des opérations aéroportuaires, qui est un personnel qui est présent sur site, qui est à nos côtés et qui peut nous guider sur l'accessibilité des engins pour ne pas retarder l'accès des secours, qui peut nous guider sur les infrastructures qui peuvent accueillir des victimes ou des impliqués ou d'autres moyens de secours disponibles sur la plaque aéroportuaire. L'activation du plan rouge permet la prise en charge d'une centaine de personnes. L'envergure et la sensibilité du site sont autant de paramètres supplémentaires à prendre en compte pour le commandant des opérations de secours. L'objectif ultime, retour à une exploitation normale de l'aéroport dans les plus brefs délais. Retour à l'état-major BSPP. Le grand jour arrive enfin après 5 semaines d'instruction intensive. Ils sont devenus des leaders opérationnels, dotés des compétences nécessaires pour faire face aux crises.
Prendre le commandement des opérations de secours, c'est assumer le résultat d'un engagement. La chance, c'est le sommet de la compétence. Ça veut donc dire que vous devez travailler. Et puis vous devez travailler et encore travailler. Il faut vous préparer pour que lorsque les repères vacillent, eh bien, vous soyez en mesure de faire face à l'adversité. Bien, mon colonel, bravo, félicitations, bravo pour les engagements que vous avez connus à l'exercice. Je sais que vous saurez donner exactement de la même façon le meilleur sur opération. Et d'ailleurs, au fil de leur parcours professionnel, ils continueront d'apprendre et d'évoluer. Bientôt, ils seront appelés à prendre des décisions déterminantes et à mobiliser l'ensemble de la chaîne de secours dans des contextes souvent critiques, mais toujours uniques. Ces situations futures sont par essence imprévisibles, mais ils savent que cette formation les a préparés à y faire face.